Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour et tous mes meilleurs voeux pour 2025. Bonne année, tous mes voeux. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Si cette année, effectivement, se présente de manière assez chaotique et volcanique. J'étais convaincu, mais je me suis trompé qu'il y aurait éventuellement un accord avec, que le gouvernement Bayrou trouverait un accord avec les socialistes, parce qu'il fallait faire passer un budget à tout prix. Je sais que vous n'étiez pas fan à l'idée qu'il y ait une suspension. On ne va pas préempter ce que va dire le Premier ministre, mais d'après le Figaro, on tourne, il est midi, passé 13 minutes en direct sur Boursorama. Et manifestement, François Bayrou, lors de son discours de politique générale, ne va pas suspendre la réforme des retraites. Alors, pour voir quels sont les mots qui seront utilisés. Est-ce qu'on est reparti dans un capharnaüm pas possible avec l'idée qu'il y aura potentiellement une censure du budget 2025 et donc une chute du gouvernement? Alors, au-delà de ces avatars, effectivement, avec ces négociations compliquées avec le Parti socialiste, c'est vrai que ce qui frappe, et la discussion que vous venez d'avoir sur les retraites le montre, c'est qu'on est vraiment dans un système politique qui tourne totalement en rond. Jusqu'à présent, en France, il y avait une règle tacite. Aucune des réformes des retraites n'a été parfaite. Mais on progressait plutôt par petits pas. Et aucune n'était remise en cause, d'ailleurs, par les gouvernements successifs. Et aucune n'était remise en cause, y compris par en cas d'alternance. Là, cette espèce de feuilleton des retraites, on voit qu'il continue à s'étirer, et la conversation que vous venez d'avoir le montre très bien. En réalité, il n'y a pas tellement de solutions. Si on ne veut pas baisser les pensions, compte tenu de l'état de la démographie, compte tenu de la faiblesse de la croissance, compte tenu aussi du fait que la productivité stagne dans notre pays, en réalité, soit on augmente l'âge de la retraite, soit on augmente les durées de cotisation. Et sur les durées de cotisation, comme ça a été rappelé, on va rentrer maintenant dans une gamme où ça voudra dire concrètement que les gens partent entre 67 et 70 ans. Donc, en réalité, c'est plus pénalisant que les 64 ans. Réforme mais c'est vraiment, les Français n'en veulent pas de ça. Vous savez. Si vous voulez, c'est vraiment ce côté circulaire qui est frappant. Alors, les Français n'en veulent pas. Je crois que, là encore, il y a une pédagogie à faire. Les choses ont quand même beaucoup changé. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ces discussions sur les retraites s'étaient faites hors d'une situation de crise financière. Et la crise financière, aujourd'hui, elle est là. Je rappelle que la Grèce... Non, la crise financière n'est pas là aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. On a maintenant... On a les tensions sur les taux souverains dans le monde, en Europe, aux États-Unis, français aussi, on est à 3,5% sur 10 ans français. Absolument. Mais de là à parler de crise financière, ce n'est pas la réalité. Ça. Alors, on emprunte quand même plus cher que l'Espagne, le Portugal, que la Grèce. Le Japon n'achète plus d'obligations françaises. Mais d'où vous sortez ça, qu'ils en achètent plus? Ils en achètent moins, pas plus. Non, et quand le Japon, ça veut dire aussi les banques et les assureurs japonais. Donc, les choses sont vraiment en train de changer. Quand on regarde aujourd'hui la charge de la dette, ça va être 55 milliards, ça va monter très vite. Et donc, il faut voir que ce déficit qui est en partie masqué par les subventions publiques, c'est quand même, y compris avec les 64 ans, c'est un déficit de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc c'est considérable. Et je pense que là où les choses peuvent changer, c'est que on a beaucoup parlé, et on a eu raison, des problèmes d'équilibre entre les générations, mais c'est assez abstrait. Mais il y a un moment donné où si on continue, on va arriver à une situation où, de fait, on ne pourra plus payer. Et donc, il me semble que on a encore le moyen d'éviter ça, mais qu'il faudrait responsabiliser un peu tout le monde. Et c'est ça l'autre aspect qui frappe, c'est que dans ce côté complètement circulaire, dans ce budget qui est la continuation du budget Barnier, qui était quand même que finalement, au bout du bout, on fait comme on a fait depuis 40 ans, on taxe plus pour dépenser plus et parvenir à continuer à s'endetter. Mais c'est complètement mortifère. Et de l'autre côté, on a une économie française qui est maintenant vraiment à l'arrêt. On a un système donc des tensions financières croissantes. Et regardez aussi ce qui se passe, par exemple, c'est intéressant, sur le Royaume-Uni, où là aussi, on a une vraie tension sur la dette. Et la France est l'autre pays qui est ciblé. Et surtout,
on a un système international qui est en train d'évoluer à toute allure et avec de très fortes tensions. Donc on savait que l'Europe était déjà prise en étau entre les États-Unis, le leadership sur le numérique, l'IA, on avait l'IRA, maintenant on va avoir les tarifs, en plus l'offensive Trump, on voit que le duo Tusk cible l'Europe. Et de l'autre côté... Tusk, c'est Trump et Musk, voilà, et c'est un duo détonnant. Et ce qui est frappant, c'est qu'avant même la prise de fonction, il y a un effet énorme sur le système mondial. Et pour l'instant, c'est bel et bien l'Europe qui est la première cible, ou les alliés des Américains, et pas du tout la Chine, la Russie, l'Iran ou la Turquie. Bon, le dumping chinois. Par ailleurs, l'Allemagne est elle-même en crise. Et l'Allemagne va nécessairement essayer de se refaire sur le grand marché, notamment aux dépens des entreprises françaises. Et donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On rediscute éternellement des retraites sans trouver de solution. Et on a derrière le budget un modèle économique qui est un modèle économique qui a fait la démonstration qu'il était insoutenable. Donc, quelle était la meilleure décision? On va attendre de voir ce qu'a dit le Premier ministre, mais a priori, il ne suspend pas la réforme des retraites. Quelle était la meilleure des décisions? Parce qu'une suspension, ça permettait d'avoir un accord de non-censure avec les socialistes, de faire passer le budget. Or là, ce qui n'était pas votre... vous ne souhaitiez pas, je vous ai lu, que le gouvernement suspende encore une fois la réforme des retraites. Et en même temps, là, on repart sur, OK, pas de suspension des négociations, mais derrière, possiblement, les retraites, un budget censuré. Les retraites, il faut savoir que c'est vraiment un marqueur pour les marchés financiers. Et donc, c'est un énorme risque que de revenir. Je crois que... bon, d'abord, qu'est-ce qu'on peut attendre de François Bayrou? C'est vrai que c'est une équation qui est très compliquée, mais premièrement, en 2024, on a eu 4 premiers ministres. Un gouvernement moyen de la 4e République, c'était 7 mois. Là, on fait pire. Donc, de fait, la première chose qu'on attend, c'est d'essayer de remettre un peu de stabilité. Ouais. La deuxième chose... Qu'on n'aura pas avec la non-suspension de la réforme des retraites. Je crois qu'il faut... ce qui a été dit, pour l'instant, le système est complètement chaotique et désorganisé. Dans les demandes faites par le PS ou par les écologistes, il y a en fait 3 blocs. Il y a retraite, il y a le budget, et il y a un certain nombre de réorientations de dépenses sur la sécurité sociale, sur la transition écologique. Donc, je crois que c'est tellement mouvant et instable qu'il faut attendre avant d'avoir un jugement définitif. Mais en tout cas, il y a ce problème de la stabilité. Il y a le problème que j'ai indiqué qui est que le choc fiscal qui a été programmé est tel que le budget n'a pas été voté, mais les effets, on les a déjà. L'économie et la société ont réagi avec une vigueur incroyable. Les entreprises ont coupé l'investissement, les embauches, elles sabrent dans les dépenses. Le taux d'épargne des ménages est passé à 19% du revenu disponible. J'étais à 18 et quelques. C'est énorme. Et donc, tout est aujourd'hui tétanisé. Donc, il faut avoir un budget, mais au-delà d'un budget, il faut avoir une méthode pour remettre l'économie en route. Et la troisième chose, qui évidemment ne peut pas intervenir tout de suite, mais on voit qu'on a perdu toute visibilité. Et donc, dans l'idéal, il faudrait que François Bayrou arrive à tracer aussi quelques lignes sur la manière de remettre notre pays dans le sens de la marge. Et de la marche, on a le problème des institutions, le problème de l'économie, le problème d'une diplomatie d'un pays qui est maintenant complètement marginalisé en Europe, ridiculisé par Madame von der Leyen. On peut pas rester comme ça. Donc, derrière, il faut qu'il y ait un projet, il faut au moins qu'il y ait quelques lignes. L'urgence, c'est quoi? C'est la stabilité du gouvernement et ou d'avoir un budget, quitte à sacrifier un budget, non, mais je pas dans l'intérêt. Alors je pense que c'est un faux choix, parce que si on n'a pas un minimum, enfin, si on achète la stabilité à tout prix au prix de l'instabilité financière, en réalité, le gouvernement, c'est quand même, c'est là où il y a une tenaille terrible, parce que si vous regardez, en réalité, il n'y a aucun gouvernement qui ait gagné contre les marchés. Mais
les Grecs, M. Papandréou, il est tombé, Berlusconi est tombé, Madame Truss est tombée en 15 jours. Donc, le jour où les marchés démarrent vraiment... Qu'est-ce qui peut déclencher cette tempête qu'on ne voit pas encore une fois? Il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas de tempête financière sur la France. On est en tension, c'est tendu. Le 10 ans souverain français, 3,5. Il y a un lent étranglement, oui. Et c'est précisément, je pense, pour ça que finalement François Bayrou a fait une marche arrière. C'est que très clairement, le dossier des retraites, ça peut être un déclencheur. Parce que les enjeux sont vraiment considérables. Et quand on fait les calculs au-delà du budget de l'année, quand on fait des calculs sur 10 ans, c'est énorme. Et il faut avoir en tête que la Grèce a sauté avec des retraites qui représentaient à peu près 18% du PIB. Nous, on est à 14,5% du PIB. Donc, ce n'est pas les 18, et ça monte. Et avec une économie où il n'y a plus de croissance et de gain de productivité, en fait, ça bascule assez vite. Donc, mais en même temps, est-ce que d'une crise politique, on considère le marqueur, vous avez raison, la réforme des retraites, c'est un marqueur important pour les investisseurs internationaux et pour les marchés financiers, mais si on rebascule dans une crise politique avec un gouvernement qui chute, puisqu'il n'y a plus de pacte de non-censure avec le Parti socialiste, on retombe sur une France qui n'a plus de budget et avec la recherche d'un nouveau Premier ministre. Mais c'est même, j'allais dire, un peu pire, c'est-à-dire que, je l'ai dit, la situation de 2024 est tout à fait anormale et ne peut pas continuer. Donc si Emmanuel Macron doit continuer à avoir un Premier ministre tous les 3 mois, inévitablement se posera le problème de sa démission. Donc derrière... il a été élu par les Français pour un mandat de 5 ans. Pourquoi il n'irait pas au terme de son mandat? Parce que vous avez vu que sa cote de popularité, c'est... Oui, mais il a un mandat de 5 ans oui, par les Français. Mais quand on est garant des institutions et qu'on les a soi-même mis en très grande difficulté et que par ailleurs, il n'y a plus de fonctionnement des pouvoirs publics. Il faut bien voir que, quand même, si vous regardez depuis le début de l'année 2024, entre les périodes de démission, les périodes de suspension, Jeux Olympiques, en réalité, la France, elle n'est plus gouvernée depuis la fin de 2023. Entre les campagnes électorales, les périodes de démission, et d'ailleurs, c'est la marque et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas de budget pour 2025. Ça ne peut pas s'éterniser, ça ne peut pas durer 2 ans. C'est absolument impossible. Donc, pourtant, on en prend le chemin, encore une fois. Si, après, tout dépendra. Finalement, le gouvernement Bayrou se mettra dans la même position que le gouvernement Barnier, à savoir dépendre du vote du RN. Absolument. Si le PS s'inscrit clairement dans l'opposition et donc se réaligne avec LFI, on retombe sur l'équation Barnier, c'est-à-dire il faut, entre guillemets, avoir les bonnes grâces. Négocier ou en tout cas donner des signaux pour que le RN ne vote pas la censure. Et avec une base politique qui en réalité est plutôt plus restreinte. Et au contraire, imaginons qu'il n'y a pas de suspension, mais que François Bayrou réussisse à trouver les bons mots pour finalement avoir cet accord de non-censure avec le Parti socialiste, parce qu'il y aurait des mesures qui iraient dans le sens de ce qui est demandé par la gauche et les socialistes. Alors ensuite, le prochain rendez-vous, ça sera le budget. Ouais. Et puis... un budget qui ressemblerait au budget Barnier. Un budget Barnier, mais un budget Barnier dégradé, si je puis dire. C'est-à-dire un budget Barnier avec plus de déficit, 5,4 à 5,5, et compte tenu de tout ce qu'on voit sur les demandes des uns et des autres sur les dépenses, à mon avis, il y a un énorme risque qu'on finisse l'année plutôt autour de 6, de 6% du PIB de déficit. On aura plus d'impôts, et au total, on aura effectivement plus de déficit et de dettes. Donc c'est un... Donc on a le choix entre la peste et le choléra, quoi, au final. C'est un pays qui est vraiment dans une très grande difficulté, une espèce d'année de sursis. Comment on sort par le haut sans qu'il y ait démission d'Emmanuel Macron? La sortie politique, de toute manière, elle aura forcément lieu par des élections. Donc il y a 2 élections possibles, de nouvelles élections législatives
une fois qu'on aura... Voilà. Alors, les organiser pendant l'été, c'est compliqué, mais donc ça serait sans doute plutôt à l'automne. Et sinon, une élection présidentielle anticipée qui fait courir un risque énorme parce que ça sera un peu comme compte tenu des contraintes constitutionnelles, donc grosso modo, il y a un mois pour l'organiser. Il est clair que les deux partis qui sont organisés avec un leader, stratégie, militant, etc., ce sont LFI et le RN. Et donc l'élection présidentielle anticipée sera un saut dans l'inconnu encore plus impressionnant et risqué que la dissolution de juin 2024. Comment on finit sur une note positive cet entretien, cher Nicolas Bavrez ? On peut finir de deux manières. D'abord en disant que quand on regarde la vitesse d'ajustement de l'économie et de la société, on voit qu'il y a des ressources dans ce pays, que les Français, les entreprises... alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des signaux qu'on leur a donnés, l'ajustement se fait à la baisse. Mais il me semble que la société française est en train de découvrir que le choix implicite qu'elle a fait depuis très longtemps de remettre entièrement son destin entre les mains de l'État, c'est un choix déraisonnable. Et donc, il y a ceux qui partent, malheureusement ils sont nombreux, et puis je pense que, heureusement, il y a des gens qui restent, et avec l'idée que la reconstruction du pays se fera par les Français, et pas par un homme ou par une femme providentielle. Ensuite, sur le monde, c'est vrai que l'offensive Tusk est dévastatrice, que ça pose une vraie question, cette fusion d'un leader charismatique et à tendance despotique avec les milliardaires et la big tech, c'est vraiment inquiétant. Que l'offensive prioritaire sur les alliés des États-Unis et pas sur les empires autoritaires, c'est quelque chose là encore d'inquiétant. Ce qui est certain, en revanche quand même, c'est que on le voit aussi aux États-Unis, l'économie et la société américaine ont quand même un certain nombre d'antidotes en face de cette évolution. Et surtout, côté empire autoritaire, les choses ne vont pas bien. La Chine est maintenant clairement dans une déflation à la japonaise. La Russie, c'est un désastre stratégique, démographique, économique. Le prix à payer pour le vote. Ça tient, mais là encore, ce sont des gains de très court terme payés par une catastrophe de moyen terme. L'Iran est en train de perdre son empire, qui allait du Liban jusque... Soit dit en passant, d'ailleurs, dans les bonnes nouvelles peu commentées, il y a le fait qu'au Liban, on a de nouveau, et là la France a joué un rôle, un président et un Premier ministre. Un Premier ministre qui est l'ancien président de la Cour internationale de justice et qui est tout à fait remarquable, et un président qui est l'ancien chef d'état-major des armées. Il y a eu... qui a été élu suffisamment, avec une marge suffisante pour que ça vaille validation constitutionnelle. Et là, on a une bonne nouvelle, et en tout cas, donc l'empire chiite du Liban jusqu'à l'Afghanistan, il est aujourd'hui en train d'éclater. Et pour la Turquie, c'est vrai que Erdogan est le grand gagnant de la chute de Bachar al-Assad, mais son économie... et son système financier sont très fragiles. Donc, qu'est-ce que ça montre tout ça ? Ça montre finalement que les démocraties sont loin d'avoir perdu. D'abord, ça montre que face à l'embardée américaine, il est vital que l'Europe soit la gardienne d'un certain nombre de valeurs fondamentales et que pour être la gardienne de tout ça, il faut produire, investir, innover. On ne peut pas faire que réguler. C'est vrai que le choix qu'on a fait, qui est de réguler sans produire, sans investir, etc., face à Musk et aux autres, c'est vrai qu'entre celui qui régule et que celui qui produit et qui innove, c'est celui qui produit et qui innove qui finit par avoir l'avantage et faire la loi. Et la deuxième, ça c'est vraiment très important, le deuxième défi fondamental, c'est que on ne peut pas prétendre rester libre si on n'est pas capable d'assurer sa sécurité. C'est ce que d'ailleurs Trump demande aux Européens. Et là-dessus, il a parfaitement raison. Et
il va nous mettre très vite sous pression sur 2 grands thèmes. Un thème immédiat, l'Ukraine. On aura sans doute une négociation avec un cessez-le-feu, mais quelle garantie de sécurité? Trump ne les apportera pas. Il va expliquer que c'est aux Européens de les apporter. Donc, qu'est-ce qu'on donnera comme garantie de sécurité à l'Ukraine? Et évidemment, la deuxième question, c'est la sécurité. Comment est-ce qu'on organise la sécurité de l'Europe, notamment face à la Russie, avec une Amérique de Tusk, dont les meilleurs amis sont Xi Jinping, Vladimir Poutine, Recep Erdogan et Benjamin Netanyahou. Il faudra augmenter le budget de la défense, c'est évidemment... Il faudra augmenter le budget de la défense. Normalement, on verra, mais dans le budget de 2025, c'est un budget qui est très important pour la défense parce que c'était la première des années d'augmentation importante, plus 3 milliards. Normalement, ça devait être préservé. On verra ce qu'il en advient, mais au-delà de cet enjeu budgétaire, là encore de court terme, on a un travail considérable à faire. On avait construit, après la chute du mur de Berlin, une armée sur dissuasion nucléaire plus armée de corps expéditionnaires en Afrique. Comme vous l'avez vu, en Afrique, on s'est fait sortir d'Afrique. On redéploie la présence militaire aujourd'hui en Afrique, mais notre enjeu maintenant, il est avant tout en Europe. Donc, ce qui est fondamental, c'est comment on réarrime la dissuasion nucléaire avec une dissuasion conventionnelle forte pour assurer en toutes circonstances, évidemment, la sécurité et la souveraineté de la France, mais aussi de l'Europe. Voilà, beaucoup de questions en suspens. J'espère qu'on aura des réponses aujourd'hui, notamment dans ce discours du politique général de François Bayrou. Merci. Merci infiniment et bonne année néanmoins. Merci et vous aussi, Nicolas Bavrez, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.